Nous sommes le 15 mai 2025. Le Sherpa Palshan Tamang se tenait juste en dessous de la marche Hilary, l'un des passages les plus dangereux de l'Everest, regardant un homme qui était en train de mourir. Son oxygène était presque épuisé, ses jambes ne le portaient presque plus, et l'alpiniste qu'il guidait, Subrata, gauche du Bengale, gelé, délirant, refusait d'avancer. Ils étaient à 90 mètres du sommet et à une terrible simple décision de ne jamais rentrer chez eux. Kalchun a essayé pendant des heures, a supplié, tiré, traîné, attendu, mais Subrata ne bougeait pas, et rester signifiait la mort pour eux deux. Alors il a fait demi-tour et s'est éloigné. Ce n'était pas qu'une ascension manquée. Ça a brisé quelque chose de plus profond. Les Sherpas partent, et une fois que vous comprendrez pourquoi, vous ne verrez plus jamais l'Everest de la même façon. Bienvenue dans l'extrême. Pour comprendre pourquoi Palshan a été forcé de prendre une décision aussi horrible, il faut d'abord comprendre qui sont vraiment les Sherpas. Et je vous garantis que ce n'est pas ce que vous pensez. Les Sherpas sont un groupe ethnique autochtone des régions himalayennes du Népal et du nord de l'Inde. Ils ont essentiellement vécu pendant des siècles dans certains des endroits habités les plus élevés de la planète. À cause de cet héritage, la plupart des gens imaginent les Sherpas comme des figures presque mythiques. Des gardiens spirituels des montagnes, naturellement adaptés à l'altitude extrême, qui ne ressentent même pas la douleur ou la peur comme nous. Mais ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. Les Sherpas sont des gens ordinaires. Ils ont des familles, ils ont peur, ils ressentent la douleur et ils meurent comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'ils font ça depuis si longtemps qu'ils sont vraiment devenus doués pour cacher à quel point ils sont terrifiés. Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Ang Dorje Sherpa. En 1996, lors de l'une des saisons les plus meurtrières de l'histoire de l'Everest, Ang Dorje s'est forgé une réputation de courage qui résonne encore dans chaque tente du camp de base. Quand un cyclone de brouillard a piégé des alpinistes en haut de la montagne, il ne s'est pas terré. Il s'est encordé à braquer sa lampe frontale face à la tempête et il est remonté vers le sommet sud pour tenter de rejoindre Rob Hall et Doug Hansen. Alors que la plupart des équipes luttaient simplement pour survivre à l'intérieur de leur tente déchirée, Ang Dorje a continué à monter jusqu'à ce que des rafales d'ouragan et la neige soufflée le fassent tomber et le forcent à rebrousser chemin. Malheureusement, au final, 8 alpinistes sont morts, y compris son patron et ami Rob Hall. Par la suite, des témoins l'ont trouvé debout, seul dans le vent hurlant, sanglotant de façon inconsolable à la perte de Rob. Ceux qui le connaissaient comprenaient pourquoi il était dévasté. Comme l'a expliqué un ami, Ang Dorje considère que son rôle sur cette terre est de protéger les gens. Même si Rob était le chef de l'expédition, Ang Dorje considérait qu'il était de sa responsabilité d'assurer la sécurité de Rob Hall, Doug Hansen et des autres. Après leur décès, il n'a pu s'empêcher de se sentir coupable. Le monde de l'alpinisme a qualifié les guides occidentaux de héros pour avoir tenté de sauver leurs clients. Et ils l'étaient, mais voici la partie de l'histoire dont personne ne parle. Ang Dorje a survécu, mais le poids de cette survie l'a presque écrasé. Il est redescendu avec les joues brûlées par le gel et les doigts tellement enflés qu'il ne pouvait pas tenir une tasse. Il a passé des semaines à se rétablir à Katmandou. Sa famille ne savait pas s'il était vivant ou mort pendant des jours. Et lorsqu'il fut enfin assez rétabli pour grimper à nouveau, personne ne s'enquit de son état. Il s'attendait juste à ce qu'il soit prêt à mourir pour les prochains clients. Parce que c'est le marché que chaque Sherpa accepte en prenant ce travail. Ils ne sont pas seulement des guides, ils sont en fait des polices d'assurance humaine. Quand quelque chose tourne mal, et il y a toujours quelque chose qui tourne mal, on s'attend à ce que le Sherpa règle le problème, quel qu'en soit le prix. Petit détour dans ce train du chaos. Si tu veux plus d'histoires brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoins la communauté Extreme sur Patreon. On se retrouve sur le vrai Extreme Edge. Mais voici ce qui me dérange vraiment dans cet arrangement. Ça ne va que dans un seul sens. Même les Sherpas les plus accomplis sont confrontés à cette réalité. Prenez Ang Charing Sherpa. Il est pratiquement une figure royale dans le monde de l'alpinisme, fondateur d'Asian Trekking, l'une des plus grandes compagnies d'expédition du Népal, ancien président de l'association d'alpinisme du Népal, le genre de guide que les alpinistes fortunés demandent spécifiquement et paient des prix élevés pour avoir dans leur équipe.
C'est un homme décoré par le roi de Belgique qui a dirigé des expéditions pendant des décennies et contribué à construire l'infrastructure permettant l'alpinisme moderne sur l'Everest. Il a atteint tout ce qu'un Sherpa peut espérer dans cette industrie, et malgré cela, quelqu'un comme lui, au sommet de la profession, est toujours censé tout risquer pour ses clients sans poser de questions. Regardez encore de jeunes Sherpas de sa communauté mourir en sauvant des personnes qui ne devraient pas être sur la montagne, faire encore partie d'un système où la vie des Sherpas vaut moins que les rêves occidentaux. Même Hang Charing, avec tout son succès et sa reconnaissance, ne peut pas changer cette équation fondamentale. Lorsqu'un alpiniste fortuné a des problèmes, le Sherpa risque tout pour le sauver. Mais quand c'est un Sherpa qui est suspendu à une falaise, quand c'est lui qui suffoque dans la zone de la mort, qui pensez-vous vient à son secours ? Personne. Lorsqu'un alpiniste occidental meurt, on trouve des articles détaillés sur sa vie, ses rêves et sa famille restée au pays. Lorsqu'un Sherpa meurt, son nom est rarement mentionné, même une seule fois. En général, on les appelle simplement un guide local ou un membre du personnel de soutien. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la vie que l'industrie de l'alpinisme considère comme la plus précieuse. Et ce n'est pas un phénomène récent. Cela dure depuis des décennies. Tenzing Norgay, le Sherpa qui a conquis l'Everest avec Edmund Hillary en 1953, a été presque oublié de l'histoire pendant longtemps. La plupart des gens ne connaissent même pas son nom, alors qu'il était sans doute l'alpiniste le plus expérimenté des deux. Le mythe du Sherpa surhumain a créé cette attente selon laquelle ces hommes, et ce sont presque toujours des hommes, devraient être prêts à mourir pour des personnes qui ne feraient pas la même chose pour eux. Et d'une certaine manière, nous nous sommes convaincus que c'est normal, voire noble. Mais que se passe-t-il lorsque les personnes dont on attend qu'elles sacrifient tout finissent par dire non ? Que se passe-t-il quand ils estiment que leur vie a plus de valeur que l'aventure d'un autre ? C'est précisément ce qui commence à arriver sur l'Everest. Et ce qui est arrivé à Palchen et Subrata n'était que le début. Mais avant cela, je dois vous relater précisément le déroulement de cette ascension. Car les détails de cette histoire vont bouleverser votre vision du tourisme d'aventure. Pour saisir ce qui s'est produit en altitude, vous devez connaître le déroulement exact de ce cauchemar. Heure par heure, décision après décision. Palchen Tamang était un Sherpa vétéran de plusieurs ascensions de l'Everest, un homme compact et discret qui se déplaçait avec l'efficacité naturelle de quelqu'un ayant passé la moitié de sa vie en haute altitude. Il avait guidé tout le monde, des présidents directeurs généraux fortunés aux débutants, et il avait appris à repérer les problèmes avant qu'ils ne commencent. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à Subrata Ghosh. Dès leur première rencontre, Palchi a su que quelque chose clochait. Pas exactement mauvais, juste bizarre. Subrata avait ce regard, vous savez de quoi je parle, cette excitation dans les yeux que les guides expérimentés apprennent à craindre, ce regard qui dit « je suis là pour conquérir cette montagne », au lieu de « je suis là pour escalader cette montagne ». Il y a une différence, et sur l'Everest, cette différence tue des gens. Selon Bodhraj Bandari, responsable de l'expédition, Subrata était surexcité et a ignoré les nombreux avertissements. Mais le problème, quand on est guide Sherpa, c'est qu'on ne peut pas simplement refuser un client parce qu'il semble trop enthousiaste et lui dire « Désolé monsieur, mais vos yeux brillent un peu trop à mon goût ». Vous acceptez le travail, vous prenez le risque et vous espérez que votre expérience pourra compenser leur enthousiasme. Mais dans la nuit du 14 mai, lorsque Subrata a insisté pour commencer à 22h au lieu de minuit, Pulchon a ressenti sa première véritable montée de peur. Pas la peur coutumière de l'Everest qu'on peut apprivoiser, c'était différent. C'était son instinct qui lui criait qu'il allait arriver quelque chose de grave. La plupart des alpinistes débutent leur ascension finale entre minuit et 2h du matin parce qu'il faut atteindre le sommet avant la fin de la matinée et redescendre avant que le temps de l'après-midi ne devienne mortel. Commencer trop tôt les place en tête de la file pour le sommet. Cela signifiait qu'il serait seul au sommet de la montagne, sans autre équipe pour les aider en cas de problème. Aucun nouveau rapport sur les conditions au-dessus. Il grimperait, en gros, à l'aveugle. Mais Subrata s'en fichait. Malgré les avertissements, il s'était entraîné des années pour cet instant. Il avait payé des dizaines de milliers de dollars. À 22h, ils ont entamé l'ascension, comme ils le souhaitaient. Je veux que tu imagines ce que c'est que de guider quelqu'un à travers la zone de la mort. Pour moi, c'est comme s'occuper d'un enfant en bas âge, mais cet enfant pèse 82 kilos et se croit invincible. Toutes les quelques minutes, il faut se retourner pour vérifier s'il bougeait toujours. Sont-ils bien attachés et montrent-ils des signes de mal d'altitude ?
Tout cela pendant que ton propre corps s'effondre et que ton cerveau manque d'oxygène. Pendant les premières heures, les choses se sont bien passées. Pas excellent, car Subrata avançait lentement, même selon les standards de l'Everest, mais suffisamment bien. Ils ont dépassé le balcon à 8300 mètres, probablement vers 4 heures du matin étant donné leur rythme lent. Toujours à l'heure, de peu. À l'aube, ils étaient à seulement 300 mètres du sommet. Au niveau de la mer, ce n'est rien. Une marche de 15 minutes, mais à 8500 mètres, dans des vents d'ouragan déjà épuisés, ça fait 3 ou 4 heures de plus. Puis le vent a commencé. Si vous n'avez jamais connu le vent à 8500 mètres, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ce n'est pas comme une tempête en mer. C'est un vent qui vous frappe comme un mur physique. Un vent qui peut littéralement vous soulever et vous jeter hors de la montagne. C'était le genre de vent qui fait rebrousser chemin aux alpinistes expérimentés. À cette altitude, vous ne marchez pas sur un large sentier. Cet itinéraire vers le sommet est une arête tranchante comme une lame, parfois large d'à peine 30 cm, avec un précipice de 3000 mètres d'un côté vers le Tibet et de 2400 mètres de l'autre côté vers le Népal. Vous êtes en équilibre sur une corde raide de glace et de roches, où même sans vent, un seul faux pas signifie la mort. Ajoutez maintenant des rafales de 100 km à l'heure à cette équation. Chaque rafale de vent essaie de vous arracher de cette arête étroite. Vous devez vous pencher contre le vent, caler vos pas entre les rafales, vous accrocher à la corde fixe, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Palchen avait déjà grimpé dans le vent, mais Subrata ne l'avait jamais fait. C'était la première fois qu'il escaladait l'Everest. Palchen a essayé de vérifier comment allait Subrata, et c'est sûrement à ce moment-là qu'il a remarqué, à sa grande consternation, que les choses n'allaient pas bien. Subrata prenait de plus en plus de retard à chaque lacet. Lui a-t-il fait signe? Lui a-t-il indiqué, avec le geste universel de l'alpinisme, qu'il fallait redescendre? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Subrata ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir. Il a simplement continué à grimper, un pied après l'autre, lentement et péniblement, mais déterminé à atteindre le sommet. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi Palchon n'a pas simplement annulé? De toute évidence, il devait savoir que Subrata n'agissait pas de façon rationnelle. Mais voici une chose incomprise sur le métier de guide sur l'Everest. Tu ne peux pas forcer physiquement quelqu'un à faire demi-tour. Tu ne peux pas attraper un homme adulte et le traîner en bas de la montagne quand il est déterminé à monter. Vous ne pouvez que conseiller et espérer qu'il vous écoute. Subrata n'a pas écouté. Enfin, à 14 heures, environ 13 heures après avoir commencé l'ascension, ils ont finalement atteint le sommet. Subrata a levé les bras en signe de triomphe, a sorti son appareil photo, a posé pour les photos qui prouveraient à tout le monde chez lui qu'il l'avait fait. Poshen se tenait probablement sur le côté pendant qu'il faisait son travail de guide en vérifiant son manomètre d'oxygène pour la 100e fois. Regardant les nuages s'accumuler au sud, sentant le vent se renforcer, calculant combien de temps il leur restait. Le calcul était simple et terrifiant. Ils grimpaient depuis 13 heures, il leur restait peut-être 4 heures d'oxygène. La descente prendrait au moins 6 heures dans de bonnes conditions. Avec ces vents, peut-être 8. Poshen savait probablement qu'ils étaient en grand danger. Mais en tant que guide Sherpa, on n'a pas le droit de paniquer. On n'a pas le droit de montrer sa peur. Parce qu'au moment où votre client voit la terreur dans vos yeux, il cesse complètement de fonctionner. Alors Palchin a enfoui sa peur, a montré la direction de la descente et a commencé à descendre la montagne. La première heure s'est mieux déroulée que prévu. Épuisé, Subrata trébuchait fréquemment mais progressait. Ils ont dépassé le sommet sud puis la traversée de la corniche. Chaque pas est un petit miracle, chaque minute épuise un peu plus leur chance. Puis, ils ont atteint la marche Hilary. Avant d'expliquer la suite, imaginez-la. Vous êtes à 28 700 pieds. L'air est si rare que votre corps meurt littéralement cellule par cellule. Sous vous, il y a une chute de 10 000 pieds dans le néant. Au-dessus de vous, il y a un mur de 40 pieds d'eau de roche et de glace que vous devez descendre en escalade à reculons tout en étant épuisé dans des vents d'ouragan. Et c'est à ce moment-là que Subrata Ghosh s'est assis dans la neige et a prononcé 4 mots qui ont tout changé. « Je ne vois rien ». Maintenant, la cécité soudaine en altitude n'est pas rare. Lorsque le cerveau manque d'oxygène, la vision est l'une des premières fonctions touchées. Palchin l'avait déjà vu auparavant. Il savait quoi faire descendre le client rapidement avant que le mal d'altitude ne s'aggrave.
Mais ensuite, Subrata dit quelque chose qui glaça le sang de Palchine. « Je ne bougerai pas. Laisse ça te pénétrer. » À 8700 mètres, en plein milieu de la zone de la mort, avec tout sauvetage impossible et l'oxygène qui s'épuise, Subrata ne s'est pas effondré, il n'a pas perdu connaissance, il a pris la décision consciente d'arrêter d'essayer. J'ai lu des blogs écrits par des aventuriers et des experts en survie qui étudient les situations de survie extrêmes et en fait, c'est plus courant qu'on ne le pense. On appelle ça le syndrome de l'abandon. Quand le cerveau humain est poussé au-delà de ses limites, parfois il abandonne tout simplement. Pas de façon spectaculaire, pas avec un cri ou une lutte. Il décide simplement que s'asseoir et mourir est plus facile que de faire un pas de plus. Mais le comprendre ne le rend pas moins terrifiant quand on le voit se produire. Et ce qui a suivi, ce furent 8 heures qui entraident Paul Chan pour le reste de sa vie. Il a d'abord tenté de communiquer son désespoir dans un anglais approximatif et en népalais le langage universel. Il a probablement mentionné tout ce qui lui venait à l'esprit. La famille de Subrata qui l'attendait à la maison, la fête qui l'accueillerait à son retour, à quel point ils étaient proches de la sécurité. Mais comment raisonner quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne plus correctement? Quand les mots ont échoué, Palchen a fait quelque chose qui va au-delà de toute description de poste, au-delà de toute somme d'argent qu'il pouvait toucher. Il a décidé de traîner physiquement son client vers la sécurité. Réfléchissez-y, marcher au niveau de la mer, même brièvement, est épuisant, alors traîner un autre adulte, c'est pire encore. À 8700 mètres d'altitude, où chaque pas ressemble à un marathon, où votre corps s'éteint minute après minute par manque d'oxygène, Paul Chan a essayé de porter un autre être humain pendant 4 heures éprouvantes. Ses muscles devaient crier pour de l'oxygène qui n'était pas là. Son dos s'est courbé sous le poids. Sa vision s'est troublée à cause de l'effort, et après toute cette douleur, tout cet effort héroïque, ils n'ont avancé que de 100 mètres. C'est alors que Palchon s'est effondré près de Subrata dans la neige. Les deux hommes haletaient dans l'air raréfié. Il était alors évident qu'ils mourraient tous les deux, seulement à des rythmes différents. Allongé là, Palchin a dû prendre une décision à laquelle aucune formation ne prépare. Son manomètre d'oxygène était presque vide. Il était dans la zone de la mort depuis près de 20 heures. Le froid mordant s'attaquait déjà à ses extrémités. Son propre corps commençait à s'arrêter. Les calculs étaient à des brutaux et simples. Rester et mourir tous les deux, partir, et peut-être, juste peut-être, l'un d'eux s'en sortira. Paul Chan était resté trop longtemps. Sa propre survie est devenue un pile ou face. Quand Paul Chan s'est enfin levé pour partir, j'imagine que Subrata était encore conscient, toujours assis là dans la neige, refusant toujours de bouger. Se sont-ils regardés dans les yeux? Paul Chan a-t-il dit au revoir? A-t-il promis d'envoyer de l'aide? Sachant qu'à 8700 mètres, l'aide était impossible? Nous ne le saurons jamais, Paul Chan a choisi la vie, tandis que Subrata a choisi l'autre voie. Alors que Paul Chan descendait, la descente a failli lui coûter la vie. Sans oxygène, son cerveau a commencé à dysfonctionner. Il a commencé à avoir des hallucinations, voyant des gens imaginaires et entendant des voix dans le vent. À un moment donné, il ne se souvenait plus où il était, ni pourquoi il marchait seul dans la neige. Son corps avançait en pilote automatique, suivant des itinéraires gravés dans sa mémoire après des années d'escalade. À gauche à ce rocher, à droite à cette formation de glace, s'attacher ici, se reposer là, tout cela pendant que son esprit conscient flottait quelque part entre la vie et la mort. D'une manière ou d'une autre, et même Palchen ne se souvient pas vraiment comment, il a trébuché jusqu'au camp 4 au lever du soleil. D'autres alpinistes l'ont trouvé avec de graves engelures, parlant de façon incohérente, plus mort que vivant. Il lui a fallu plusieurs jours pour se remettre et expliquer ce qui s'était passé près de la corniche Hillary, dans l'obscurité. Malheureusement, lorsque les équipes de recherche Sherpa ont finalement bravé la montagne pour retrouver son client, elles ont trouvé Subrata exactement là où Palchen l'avait laissé, toujours assis dans la même position, gelé sur place là où il avait décidé de ne plus bouger. Lorsque la nouvelle s'est répandue, Internet a explosé. Paul Chan a été qualifié de héros par certains pour sa persévérance. D'autres l'ont traité de lâche pour avoir abandonné. Des guerriers du clavier qui n'avaient jamais grimpé plus haut que leurs escaliers débattaient pour savoir s'il avait fait le bon choix. Mais voici ce qui me dérange vraiment dans toute cette situation. Paul Chan n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation au départ. Voici quelque chose que l'industrie du tourisme d'aventure ne veut absolument pas que vous sachiez. Les Sherpas démissionnent, ils ne font pas que changer de compagnie ou prendre une saison de repos.
Ils quittent complètement l'Everest et disent à leur fils de faire littéralement n'importe quel autre métier. En creusant pour comprendre les raisons de ce phénomène, j'ai fait une découverte glaçante. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart des Sherpas murmurent, voire le disent ouvertement au monde entier, que l'Everest n'est plus la même montagne que celle que leurs pères ont gravie. Les chiffres leur donnent raison. En 1009, 196 considéré comme une année chargée à l'époque, moins de 100 personnes ont atteint le sommet de l'Everest. En 2023, ce nombre dépassait 650. Imaginez cela un instant. 650 personnes essaient de gravir la montagne la plus dangereuse du monde en une seule saison. C'est comme transformer un circuit de Formule 1 en heure de pointe, sauf que ce circuit est fait de glace qui bouge à chaque tempête. Des crevasses qui apparaissent la nuit et des zones d'avalanche qui évoluent rapidement. La marche Hillary, où Apalchen et Sobrata sont restés coincés, est maintenant régulièrement bondée d'alpinistes faisant la queue. De vraies files d'attente. Sur le mont Everest, à 8800 mètres d'altitude, chaque minute d'attente est une minute de plus vers la mort. Et à votre avis, qui gère ce chaos? Qui installe les cordes de sécurité, transporte les bouteilles d'oxygène supplémentaires et veille à ce que tous ces alpinistes inexpérimentés ne se tuent pas? Les Sherpas. Mais voici la partie qui m'a donné envie de jeter mon ordinateur à travers la pièce. La plupart de ces gens n'ont rien à faire sur l'Everest. Des données évaluées par des pairs et des guides chevronnés estiment aujourd'hui qu'autant que les 2/3 des personnes tentant l'Everest ne sont jamais allées au-dessus de 20 000 pieds auparavant. Réfléchissez à ça. Imaginez essayer de gravir la plus haute montagne du monde sans même avoir connu le genre d'altitude qui commence à faire défaillir vos organes. C'est comme vouloir opérer un cerveau après avoir regardé une simple vidéo YouTube sur le sujet. Et lorsque ces alpinistes inexpérimentés se retrouvent en danger, ce qui est fréquent, qui pensez-vous met sa vie en péril pour les secourir? Les Sherpas ne se contentent plus de porter du matériel. Ils sont devenus à la fois nounous, gardes du corps, secouristes et conseillers en prévention du suicide. On attend d'eux non seulement qu'ils guident les gens jusqu'au sommet, mais aussi qu'ils les maintiennent en vie lorsque leurs mauvaises décisions les rattrapent. Et ils sont payés presque rien pour le faire. Un guide Sherpa peut gagner entre 3 000 et 5 000 $ pour une saison qui pourrait facilement lui coûter la vie. Pendant ce temps, les clients paient entre 50 000 et 100 000 $ pour le privilège d'être guidés. Faites le calcul. Ceux qui prennent les plus grands risques sont ceux qui sont le moins payés. Mais l'argent n'est même pas le pire. Le pire, c'est ce que cela fait aux familles et aux communautés Sherpa. La culture Sherpa traditionnelle a toujours eu un lien spirituel profond avec les montagnes. L'Everest ou Chomolungma, comme ils l'appellent, n'est pas seulement une destination touristique. C'est sacré. C'est littéralement une déesse dans leur religion. Mais quand votre montagne sacrée devient un tapis roulant pour les amateurs de sensations fortes, quand vos fils et vos pères meurent pour aider des étrangers à prendre des selfies à 8848 mètres, combien de temps avant que ce lien spirituel ne se brise complètement? De nombreuses familles Sherpa découragent désormais activement leurs enfants de devenir guides. Ils les poussent vers l'éducation, vers des emplois en ville, vers tout ce qui n'implique pas de risquer leur vie pour que des gens puissent rayer quelque chose de leur liste de choses à faire avant de mourir. Et honnêtement, je ne leur en veux pas du tout. Parce que ce qui est arrivé à Paul Chan n'était pas simplement un accident tragique, c'était le résultat inévitable d'un système complètement défaillant. Alors voici la question que nous devons nous poser. L'Everest est-il encore synonyme d'aventure ou est-ce simplement devenu la mort avec un très bon marketing ? La véritable aventure a toujours impliqué des risques, mais elle exige aussi de la préparation, du respect et la compréhension que certaines choses dépassent vos objectifs personnels. Escalader l'Everest ne met pas seulement votre vie en danger, mais aussi celle de ceux qui pourraient devoir vous secourir. Mais quelque part en cours de route, l'Everest est devenu une marchandise que l'on peut acheter. Et les gens sont convaincus que tant qu'ils ont assez d'argent, quelqu'un d'autre s'occupera de toutes les parties dangereuses à leur place. Subrata Ghosh était une bonne personne. D'après tout ce que j'ai lu sur lui, il était passionné d'alpinisme, enthousiaste à l'idée de réaliser son rêve. Mais son enthousiasme l'a amené à prendre une série de décisions qui ont mis en danger de mort à la fois lui-même et son guide. Et c'est devenu la norme sur l'Everest. Les clients traitent les Sherpas comme un filet de sécurité, en supposant que quelqu'un sera toujours là pour gérer les conséquences de leurs mauvais choix. Mais lorsque les filets de sécurité cèdent, de vraies personnes en paient le prix de leur vie. Le véritable drame n'est pas seulement le décès de Subrata, mais le fait que sa mort aurait pu être évitée. S'il avait écouté les conseils de son guide, s'il avait respecté la montagne au lieu d'essayer de la conquérir, les deux hommes seraient probablement rentrés chez eux sains et saufs.
mais cela aurait requis une qualité que notre culture du tourisme d'aventure ne semble plus priser. L'humilité. Pour moi, le courage dont Paul Chan a fait preuve en essayant de sauver Subrata pendant 8 heures dans la zone de la mort est incroyable. Mais le plus incroyable, c'est qu'il ait été placé dans cette situation dès le début. La véritable tragédie ne réside pas dans les derniers instants au passage Hilary. La véritable tragédie, c'est que nous avons construit toute une industrie autour de l'idée que certaines personnes devraient être prêtes à mourir pour les aventures des autres. Et les personnes qui portent ce fardeau depuis des décennies disent enfin non. Peut-être qu'il est temps de les écouter. Que penses-tu que Paul Chan aurait dû faire? Aurait-il dû rester avec Subrata, même si cela impliquait leur mort à tous les deux? Ou bien a-t-il fait le seul choix qui avait du sens dans cette situation? Laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.